La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 27 septembre de chaque année, le tourisme est à l'honneur. Une excursion pédagogique a marqué cette 43e édition au Togo. Excursion à mettre à l'actif du ministère de la Culture et du Tourisme. Des précisions à suivre dans cette édition. Rentrée scolaire verte, une politique gouvernementale pour susciter l'implication des élèves dans la mise en terre des plans, une rentrée effective dans la région des Plateaux. Des précisions à suivre dans ce journal. Et puis, la nouvelle junte militaire semble avoir voulu marquer son territoire au Burkina Faso ce dimanche. Le capitaine Ibrahim Traoré a défilé dans les rues de Ouagadougou dans un cortège de véhicules de l'armée. Le désormais ex-président de la transition burkinabé, quant à lui, a signé sa démission aujourd'hui. C'était les titres de cette édition. Bienvenue. Voici le journal que nous ouvrons avec la célébration de la 43e édition de la journée du tourisme au Togo. Elle est commémorée le 27 septembre de chaque année. Cette édition a été marquée par une excursion pédagogique organisée par le ministère de la Culture et du Tourisme. Clarisse Aticlet. Point de départ, la maison des esclaves à Agbodrafo, dans la préfecture des Lacs. Un site touristique. Il attire nationaux et étrangers. C'est une histoire quand même assez émotive et ça nous a permis de voir en quelque sorte ce que nos ancêtres vivaient. Je suis étudiant en option tourisme et communication interculturelle de l'université de Kara. Et avec cette visite, nous allons permettre la visibilité de ce site et encourager nos frères togolais qui ne connaissent pas ce site de venir et vivre aussi ce que nous avons vécu aujourd'hui. Voici Gatovoudo, ou le puits des Enchaînés. Il est érigé à Nimagnan, toujours dans les lacs. C'est ici que les esclaves prenaient leur dernier bain de purification avant d'embarquer. Ils doivent faire 7 fois le tour du puits. Un rituel pour leur faire oublier le chemin du retour et donc leur origine. Autant d'histoires racontées sur place. C'est avec beaucoup de joie que nous, les communes, on se sent impliqués dans cette activité pour davantage prendre conscience et jouer notre rôle à la base pour que le tourisme reflète également l'éclat de notre pays et crée beaucoup plus de richesses pour notre pays. Les touristes de circonstance ont eu également l'occasion de visiter les fresques murales de la ville d'Aného. Elles représentent les 41 divinités de la localité qui protégeraient la ville et ses habitants de tout malheur et de l'invasion de l'ennemi. Quiconque viendra à Aného, quiconque viendra passer par ici, retrouvera alors tous ces fresques qui témoignent de la culture du milieu, surtout de la richesse culturelle. Aného est une ville très riche culturellement parlant. Le site qui a également retenu l'attention des participants à cette excursion pédagogique, le marteau d'Afrique Togo. Posé en 2006 dans le village de Yoronou, dans le Vaud, par les Allemands, il fait de ce village de forgerons un pôle touristique majeur. Il est question de faire la promotion du tourisme intérieur et la valorisation des sites. Et aussi, selon les visions du gouvernement, il faudrait que là où les sites se trouvent, ces sites soient des éléments permettant le développement inclusif des communautés. Le Togo veut en effet repenser le tourisme. Et cette excursion pédagogique est une nouvelle approche pour un tourisme émergent. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a instruit de faire en sorte que non seulement le marteau soit valorisé, mais que la valorisation de l'ensemble du site puisse permettre à la localité de se développer. De Lomé à Yoronou, en passant par Agbodrafo et Aného, cette excursion pédagogique aura été une belle expérience, une expérience enrichissante pour tous les participants. En tout cas, notre pays, le Togo, regorge de sites touristiques riches et historiques et il faut beaucoup travailler pour les valoriser.
Merci Clarisse Aticlay. Une campagne de sensibilisation contre l'accident vasculaire cérébral AVC sera menée sur toute l'étendue du territoire national au cours de ce mois d'octobre. C'est à l'initiative de l'association 3A. Le lancement de cette campagne s'est déroulé au Palais des Congrès de Kara. Nestor Mouzo. Vous suivez la télé devant en direct. Du 1er au 29 octobre va se dérouler dans les différentes régions du pays une campagne de sensibilisation sur l'AVC, accident vasculaire cérébral. Cette rencontre à Kara marque le lancement de cette campagne portée par l'association 3A. Pour les initiateurs, il s'agira d'organiser des séances d'échange sur les causes de l'AVC pour amener les populations à adopter de bons comportements. Il va s'agir aussi de procéder aux consultations dans les centres de santé pour le dépistage des risques. Nous allons parcourir toutes les 6 régions et des formations seront données aux professionnels à telle enseigne que ceux que nous allons former puissent aller relayer donc, cette formation auprès de la population. Ces campagnes de sensibilisation sur les radios et les télévisions également vont relayer. Les universités, les écoles, donc les groupes organisés seront également concernés. Amener donc notre population à contribuer à la diminution du taux donc, de cette maladie d'AVC qui tue 6 000 personnes par an dans notre pays. Cette campagne de sensibilisation, l'association 3A va la mener en partenariat avec le gouvernement. À cette première édition, la diaspora togolaise est fortement impliquée. Pourquoi c'est important pour nous, au niveau du guichet diaspora, qui représentons le ministère et le Haut Conseil togolais de l'extérieur, d'accompagner ce genre d'initiative? C'est vraiment parce que notre ministre, son excellent professeur Robert Doucet, souhaite activement que la contribution de la diaspora soit visible, soit palpable, et qu'on puisse, au bout de quelques temps, faire un bilan qui démontre qu'il y a certains sujets dont la diaspora s'est appropriée et que la diaspora a su traiter ces sujets avec efficacité, avec rigueur, avec les résultats qu'on peut espérer des gens qui sont patriotes, qui veulent aider leur pays. Et le fait qu'on ait ce genre de projet qui concerne la santé, et donc tout le monde, la santé qui est un bien commun, c'est très important pour nous au niveau du guichet diaspora d'être là à leur côté pour faire en sorte que le projet se passe bien. En lançant officiellement la campagne de sensibilisation contre l'AVC, le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badiba Bakali, a remercié les organisateurs et leurs partenaires pour l'initiative dont l'intérêt est d'attirer l'attention des populations sur les ravages que fait ce tueur silencieux. La campagne prendra fin avec un panel à l'hôtel de février le 29 octobre, qui est la journée internationale de lutte contre l'AVC. Des prix d'excellence pour les meilleurs élèves de la BINA aux différents examens de l'année scolaire écoulée, des prix octroyés par l'association Aurore, une association qui fait de la promotion de l'excellence en milieu scolaire une vocation. Nestor Mouzo. L'association Aurore prime les meilleurs élèves aux différents examens de l'année scolaire 2021-2022 dans la préfecture de la BINA. À cette occasion, elle a organisé 2 cérémonies. La première à Pagoda dans la commune de Bina 1, la deuxième à Ketao dans la commune de Bina 2. C'est elle qui se déroule ainsi. Dans chaque commune, ce sont les 3 meilleurs au CPD et au BPC qui ont vu leurs efforts récompensés avec des fournitures scolaires. Fournitures scolaires également aux 3 meilleurs qui se sont illustrés par leur travail au bac 1, que ce soit en série A4 ou en série D. Au niveau du bac 2, la récompense a tenu compte aussi des 2 séries, mais là, ce sont des bourses d'études qui ont été octroyées. À sa création, l'association Aurore a fait de la promotion de l'excellence en milieu scolaire, surtout au niveau des filles, une des raisons de son existence. Promouvoir l'excellence en milieu scolaire, surtout de la jeune fille, est l'un des objectifs phares de l'association Aurore. Et ce programme d'excellence de la jeune fille cadre avec le souci ou l'engagement du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour offrir une éducation de qualité aux fins d'enregistrer davantage des femmes dans les sphères de décision de notre pays. Les lauréats sont heureux de la magnanimité que l'ONG Aurore a manifestée à leur égard à cette rentrée scolaire. J'ai eu un chèque de 30 000 pour pouvoir continuer mes études à l'université. Le message que j'ai pour cette association, c'est de les remercier pour le prix qu'ils nous ont offert. Je leur promets que je dois continuer jusqu'à avoir mon doctorat et être plus excellent. Je suis tellement contente par rapport au prix. J'aimerais multiplier d'efforts pour mieux travailler
et avoir plus de prix. J'aimerais remercier l'association Aurore. La culture de l'excellence, une expression qui est revenue à plusieurs reprises dans les propos des différents orateurs. Ils ont appelé les élèves de la préfecture de la Bina au sérieux, à la discipline et à apprendre au jour le jour leurs leçons pour pouvoir briller dans leurs études. Le maire de la commune Bina 2, le docteur Ali Tatangé, a remercié l'association Aurore pour son initiative et a exhorté les autres organisations à faire de même pour encourager les élèves à la culture de l'excellence. Et pour obtenir ces excellents résultats, il faut des enseignants bien formés. Justement, de nouveaux enseignants recrutés étaient en formation. La formation s'est achevée ce vendredi. Ils prennent fonction ce lundi. Gérard Lagoudou. La région des Savanes accueille 488 nouveaux enseignants nouvellement recrutés. Avant leur prise de fonction, une formation basée sur l'éthique et la déontologie s'impose avec un accent particulier sur l'approche par compétences APC. La plupart sont des enseignants volontaires qui déjà pratiquent la classe en APC. Donc c'est le prolongement de la PPO, la pédagogie par objectif. Nous amenons les nouveaux enseignants à avoir les meilleures façons d'évaluer pour pouvoir réduire le taux d'échec à la fin de l'année. C'est des compétences qu'on cherche au niveau des enfants. Ce n'est que des formations préliminaires. Il y aura des renforcements de capacités au cours de l'année. Que ce soit pour le compte du préscolaire, du collège ou encore du lycée, ces nouvelles recrues ont parcouru les paramètres initiaux du métier d'enseignant et sont désormais prêtes à s'affirmer sur le terrain. Nous avons parlé du système éducatif togolais. Quels sont les éléments qui sont contenus dans une fiche pédagogique? Comment est-ce qu'il faut évaluer nos élèves à la fin de la formation? J'ai apprécié cette formation, elle est capitale. Là où je suis rompu à la tâche, les résultats viendront. Particulièrement au niveau du préscolaire, la mission est de taille, notamment avec les tout-petits. Mais déjà, les présents travaux viennent renforcer les compétences existantes. La mission est délicate, mais pas impossible, parce que c'est des mamans, ce sont des papas déjà avertis, parce qu'ils étaient sur le terrain. Ce sont presque, la totalité sont presque des enseignants volontaires et nous sommes en train de leur rappeler ce qu'ils faisaient et ce qu'ils doivent faire pour qu'on ait plus la qualité et aussi la semaine d'imprégnation qui est souvent une bête noire pour les enseignants. Nous disons un grand merci à l'État togolais. Nous saluons aussi nos formateurs, c'est très riche de leur part. Les 3 jours de formation ont pris fin vendredi. Et déjà, lundi, chacun prendra ses responsabilités devant les apprenants de son lieu d'affectation dans la région des Savanes. La rentrée scolaire verte, une politique du gouvernement togolais pour amener les élèves à jouer leur partition en matière de reboisement au Togo. Cette rentrée est effective dans les plateaux. Elle a été lancée à Agbounou à travers la mise en terre de 530 plants. Sylvain Rabdou. Le gouvernement multiplie ses actions à travers le développement de stratégies visant à atteindre les 1 milliard de plans à l'horizon 2030. La stratégie développée, la mise en contribution des établissements pour la mise en terre des plans. Chaque établissement va identifier un espace donné pour effectuer cette opération. Une opération lancée ici au lycée d'Agbounou pour le compte de la région des Plateaux. Et ceci à travers ce qu'ils appellent la rentrée scolaire verte. Il a été constaté que les différents établissements scolaires regorgent beaucoup d'espace et que la présence effective également des élèves constitue un moyen pour leur pérennisation, pour leur protection. Et si nous voulons aller plus loin, c'est à partir de l'école, à partir de nos apprenants que nous pouvons en tout cas inculquer depuis la base cette notion de reboisement pour accompagner la politique du gouvernement. Environ 21 000 plants vont être mis en terre dans 62 établissements de la région des Plateaux. Ici, au lycée d'Agbounou, par exemple, un club environnement est mis en place. Il promet jouer sa partition, celle d'entretenir les plants pour favoriser leur croissance. Nous serons engagés en tant qu'élèves à prendre des décisions pour que ces plants évoluent normalement. Je vais l'arroser régulièrement et prendre soin des plants. Nous allons régulièrement visiter ces plants-là pour voir leur état. Chaque élève va suivre son plan et nous verrons l'état du plan et ces élèves seront, disons, notés pour les mobiliser, les motiver à l'entretien des plans. Et les responsables y adhèrent également. Nous sommes engagés pour accompagner le gouvernement dans ce processus parce que
Après tout, les plans, c'est la vie. Les plans, c'est nous. Les plans, c'est nous tous. Et donc, nous sommes engagés pour pérenniser donc cet acte. 0,42% de couverture forestière sont dégradées chaque année. Cette stratégie va donc permettre de corriger le tir en vue d'atteindre les 25% du taux de couverture forestière d'ici à 2025. Je prends une bonne position. On en vient à ce projet qui accompagne la politique de reboisement du gouvernement togolais. Il s'agit du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka Rezipa. Un groupement de femmes productrices d'huile de palme a été soutenu par ce projet. Chazi Nambaga. Nous sommes ici dans la préfecture de Vaud, sur une ancienne carrière de phosphate dans le canton de Dagbati. C'est le site choisi par la commune Vaud 3 pour reconstituer le couvert végétal. Les impacts d'extraction de phosphate, c'est énorme, ça a détruit complètement l'environnement ici. C'est des milliers et milliers d'hectares qui sont exploités à ciel ouvert, laissés comme ça. Grâce à un appui du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka Rezip, de 28 millions de francs CFA, une partie de ce vaste étendue, soit 50 hectares, connaît cette année un début de reboisement. C'est avec 31 000 plants de Sénaciamea, d'eucalyptus et de mélina. Quand nous avons appris le projet de Waka, qui s'inscrit dans la droite ligne du chef de l'État, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, nous avons accueilli ça. Nous voyons l'espace disponible, mais on n'arrive pas à reboiser. Avec ce projet-là, ça nous permettra de mettre des forêts communales. Dans le canton de Momé, toujours dans la préfecture de Vaud, ce sont 11 hectares qui vont être reboisés avec 27 500 plants cette année grâce à l'accompagnement du projet Waka Rezip. Ici, une seule essence est promue, le Sénaciamea, encore appelé Zangarati. C'est un très bon bois de feu, c'est une essence médicinale aussi, c'est une essence fertilitaire. Ça fait aussi un très bon bois de charbon. Grâce à ses propriétés, le Sénaciamea est planté en association avec les cultures vivrières. Les essences forestières vont bénéficier de l'entretien cumulé des sarclages. Les plants forestiers aussi vont décomposer leurs feuilles sur le sol à travers la caducité, ce qui va fertiliser le sol. Constitue également des rideaux brise-vent. C'est depuis 2021 que le projet Waka Rezip accompagne la communauté de Momé. 11 000 plants de Sénaciamea ont été mis en terre sur plusieurs parcelles pour une superficie totale de 4,5 hectares. Les bénéficiaires sont des productrices d'huile de palme et de palmiste. Une fois que les arbres arriveront à maturité, il y aura une coupe rase. Et lorsque l'arbre va rejeter, les rejetons seront vigoureux et ça peut s'affranchir rapidement au sol. Ce qui fait que dans un an encore, les arbres vont grandir comme ceci et en 4 ans, le cycle recommence. Avec une très forte orientation vers la protection côtière, le projet Waka Rezip s'invite dans le reboisement. Ceci grâce à une stratégie du faire-faire. On choisit cette approche-là pour faire qu'il y ait des répondants après le projet. Par rapport à un certain nombre de forêts classées, de forêts communautaires, on se devait de restaurer par rapport aux dégradations qu'ils ont connues. Mais nous avons aussi, dans le cadre du renforcement de la capacité des populations, ce que nous appelons les activités génératrices de revenus. Et dans le cadre de ces activités génératrices de revenus, vous avez aussi des reboisements qui sont faits. Débuté en 2018, le projet Waka Rezip vise le renforcement de la résilience vis-à-vis des aléas, notamment l'érosion côtière, la dégradation de la biodiversité, les questions d'inondation et de pollution côtière. Le projet va prendre fin en 2023. La Chambre régionale d'agriculture de la région centrale a fait une sortie de terrain sur les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP à Kabouli et à Tchamba. Les avis des producteurs ont été recueillis pour booster davantage leur secteur. Désiré Aloye.
Zone agricole aménagée planifiée, ZAP de Talaba 10 km au sud de Kaboli. Sur ce site de 100 hectares, le maïs et le soja sont les principales spéculations. Les premières récoltes de la saison s'enregistrent. Site opérationnel visité par la Chambre régionale d'agriculture pour toucher du doigt l'effectivité des travaux de mise en valeur et échanger avec les bras producteurs. Ici, nous sommes organisés en plusieurs coopératives et ça nous a permis d'exploiter tout l'espace de la ZAP. Nous voulons encore plus parce qu'il y a les bénéficiaires qui en font des demandes pour pouvoir encore intégrer la ZAP. C'est bénéfique, vraiment, c'est très très bénéfique. C'est pourquoi nous demandons que nous ayons encore plus ça. Notre première difficulté, c'est le tracteur. Et puis l'accès est difficile pour le site ici. Il faut un magasin pour qu'on puisse, si on fait les récoltes, qu'on puisse stocker là-bas. Et ça va nous permettre aussi de vendre en groupe. Quand on vend en groupe, il y a des ristournes et puis ça va avantager les bénéficiaires et même l'organisation au niveau de la ZAP. À Alibi, dans le sud-ouest de la préfecture de Tchamba, un autre site de 100 hectares, la ZAP d'Agbaouliga. 100 producteurs, dont 13 femmes mettent en valeur ce site. Et cette ZAP, vraiment, l'année passée, nous a amené à se relancer réellement dans l'agriculture. Et l'année passée, nous avons produit 80 hectares de soja et 20 hectares de maïs. Et tout ça, là, ça nous a amené à avoir un bon rendement parce qu'il y a eu le suivi des agents de l'ICAT. Ça a entraîné aussi la main-d'œuvre. Cette année, on a encore exploité les 100 hectares qui ont été insuffisants. Les années à venir, si l'État pouvait nous extendre encore cette ZAP, au moins 500 hectares, et ça nous permettra vraiment de s'intégrer totalement dans la production agricole. On n'a pas de magasin de stockage. La piste n'est pas totalement praticable. Rendre davantage opérationnel la MIFA, le renforcement de l'agropole de Kara en passant par la réforme de la politique foncière, entre autres points de la feuille de route déclinée au ministère en charge de l'agriculture. Les ZAP de Talaba et d'Agbaouliga, exploités 100%, jouent leur partition. Nous avons vu qu'effectivement les ZAP sont implantés. Et ces ZAP-là sont gérés par ces producteurs. Nous avons rencontré nos amis paysans avec qui nous avons discuté. Les problèmes se ressemblent, ils sont les mêmes. Nous les avons recensés. Et maintenant, c'est à nous de faire remonter les nouvelles à nos responsables. 200 braves producteurs organisés en coopérative exploitent les deux ZAP. Les spéculations courant l'année 2021-2022 ont dégagé 450 tonnes de produits. Au travers de multiples projets et programmes, le Togo dans le secteur agricole opère une dynamique, tendre vers une agriculture moderne aux résultats qui ouvrent la voie à la transformation sur place et répondre au PND. Le lundi 3 octobre, comme tous les premiers lundis de ce mois d'octobre, l'habitat est célébré à travers le monde. Thème retenu cette année, attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté. En prélude à cette célébration, un message du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Maître Kofi Tcholignano. Tchazinambaga. Pour cette 37e édition de la Journée mondiale de l'habitat 2022, décideurs et acteurs sont invités à prendre leurs responsabilités conformément à la cible 11 des objectifs de développement durable, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. En effet, une grande partie de la population mondiale, en particulier dans les pays en développement, n'ont ni toit ni installation sanitaire. Il s'avère aujourd'hui un devoir impérieux pour les décideurs, à quelque niveau de responsabilité qu'ils se situent, d'orienter les différents programmes et projets qui sont chargés d'exécuter vers la réduction de ces écarts afin de permettre à la majeure partie des personnes vivant dans la précarité d'avoir accès au logement décent. La création du fonds spécial pour le développement de l'habitat ainsi que la création du centre de la construction et du logement sont des actions concrètes qui visent à garantir un accès équitable à un logement décent pour tous. Ces actions menées s'inscrivent dans la vision du président de la République, son Excellence, M. Faure Essouzina Gnassingbé, qui accorde une importance particulière aux préoccupations de la population togolaise concernant l'habitat et le logement.
C'est ainsi qu'il a instruit le gouvernement de mettre sur pied un programme de construction de 20 000 logements décents et à coût abordable, afin de prévenir la raréfaction des logements et les conséquences perverses de la spéculation qui risque, à terme, de marginaliser davantage les couches les plus vulnérables de la population, eu égard à l'accès au logement et à un habitat sain. Vu l'étendue et le coût du projet, la démarche progressive par étapes est adoptée. Une priorité est accordée aux zones densément peuplées, notamment le Grand Lomé et ses environs. Dans un premier temps, il a été décidé de créer une ville nouvelle à Kbomé, dans la commune de Zion 1, sur une superficie de 1177 hectares pour décongestionner le Grand Lomé. Ce programme devra être étendu au reste du pays. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement s'est engagé non seulement à mettre le foncier sécurisé à la disposition des promoteurs immobiliers qui désirent investir dans les logements à coût abordable, mais aussi à réaliser les voies et réseaux divers qui mènent au site. Déjà, dans le souci de ne laisser personne de côté, d'assurer l'inclusion et l'égalité d'accès au logement à tous les Togolais, le gouvernement a adopté un décret réglementant la caution, la garantie de loyer et du bail d'habitation le 5 janvier 2022. Rappelons que c'est le 17 décembre en 1985 que l'ONU a institué la Journée mondiale de l'habitat chaque premier lundi du mois d'octobre. À l'étranger, bain de foule pour le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a défilé dans les rues de Ouagadougou ce dimanche. Dans une nouvelle déclaration à la télévision nationale, son porte-parole s'est voulu rassurant. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est finalement résolu à démissionner. Premier bain de foule pour le nouvel homme fort du Burkina Faso. Dimanche, le capitaine Ibrahim Traoré a défilé dans les rues de Ouagadougou dans un cortège de véhicules et blindés de l'armée à découvert, adoubé par la population. Alors que la confusion régnait encore dans le pays, la nouvelle junte militaire a décidé de marquer son territoire. Nous tenons à informer la population que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourrait entacher les efforts consentis depuis la nuit du 30 septembre 2022, notamment ceux qui pourraient être perpétrés contre l'ambassade de la France ou la base militaire française 6 à 4. Plusieurs institutions françaises ont été prises pour cible ces dernières 48 heures. La France ayant été accusée samedi de collusion avec le président déchu par les putschistes. Retour en page nationale, les cantons de Cessaro et de Kériadé dans Sotobois ont de nouveaux chefs. Akissa Akoum et Essordinam Simliwa ont reçu leur décret les confirmant dans leurs fonctions. Désiré Aloye. Akissa Akoum à Cessago et Simliwa Mangazolong Essordinam à Kériadé rentrent dans la grande famille des têtes couronnées du Togo. Ils sont désormais reconnus comme tels, chefs de canton, gardiens des us et coutumes. Au nom du chef de l'État, le représentant du pouvoir central de Sotobois, Pali Tchabi Bassabi, leur a remis leur décret de reconnaissance. L'humilité, l'impartialité, le civisme, entre autres, doivent les guider dans l'exercice de leurs fonctions, selon le préfet. Dans les cantons, il est le responsable numéro 1 de sa communauté. Il constitue un relais. Il est le messager des instructions, des informations que l'administration voudrait à la population. Les heureux du jour remercient vivement le président de la République pour cette confiance. Ils attendent travailler de concert avec leurs administrés. Je vais suivre activement la politique de chef de l'État, passant par le préfet. Je m'engage à travailler avec ma population pour que notre canton de Cessaro soit vu en avant. J'invite ma population avec laquelle je dois travailler pour le bonheur de ce canton. Je n'hésiterai pas à accepter
leurs doléances. Je profite de cette occasion pour dire merci au président de la République. Fiers de leur chef, les populations promettent de soutenir leurs guides pour bâtir ensemble leur localité. Nous promettons, et nous sommes en train de le faire, de travailler ensemble avec notre chef de canton. C'est nous qui l'avons élu. Travailler avec lui pour le développement de notre nouveau canton, qui est le canton de Cessaro. Par la politique de développement du chef de l'État, vraiment aujourd'hui, nous sommes très honorés, nous sommes très fiers et nous sommes derrière notre nouveau chef pour l'aider parce que c'est dans l'union qu'on peut construire notre Togo et notre canton. Akissa Kouma Cessaro et Simloa Mangazolon et Sodena Kariade ont mérité la confiance de leur population par voie élective. Ils sont des producteurs agricoles. Ainsi s'achève votre journal de 20 heures préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à très bientôt.